bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Alors, bienvenue pour cette 5e vidéo. Déjà 5, ça passe, ça commence à prendre son rythme. Un grand merci encore aux personnes qui ont commenté, liké la vidéo Star Wars. C'est toujours intéressant d'avoir des commentaires et d'avoir des ressentis. Et encore des abonnés supplémentaires. Ça continue, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi donc de continuer toujours sur l'enfance et sur les années 80, puisque ça vous plaît bien. Et je vous en ai présenté deux déjà en préambule des deux premières vidéos. Et j'ai décidé de vous sortir ma collection d'albums Panini. Les albums de vignettes qu'on avait étant enfant. Donc je vais vous les sortir. Alors certains sont complets, d'autres pas. Et on va les prendre un petit peu. Je les ai pas classés, mais je les ai inspectés, on va dire. Et je les ai laissés sans ordre chronologique, sans aucun classement, hormis le premier que je vais vous présenter tout de suite parce que c'est le premier que j'ai eu. J'étais tout petit, j'étais en maternelle. Et donc celui-là, c'est vraiment le gros coup de cœur parce que c'est le plus vieux de ceux que j'ai. Le voilà. Donc c'est l'album de la série télé Le Village dans les nuages. Donc là, c'est vraiment... je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Hein. Alors, Le Village dans les nuages, c'est la série qui a remplacé Casimir en termes du créneau horaire. Donc sur TF1, vous avez encore le logo années 70 de TF1 avec les couleurs bien flashy. Et ça a été créé comme Casimir par Christophe Izard. Et c'était le même principe au niveau des personnages, donc qui étaient dans des costumes en espèce de mousse latex. Et l'histoire du village dans les nuages, c'était une famille d'extraterrestres qui arrivait sur Terre et qui se retrouvait sur un nuage à cause de leur vaisseau en panne. Et ce nuage avait embarqué une partie d'un petit village avec deux vieux monsieur. Des messieurs dont un des deux était un grincheux et un autre un monsieur très sympathique. Voilà. Donc, alors ces personnages s'appelaient les Abars. Alors c'était pas là dans l'album, ce sont des dessins. Mais si vous tapez sur internet le village dans les nuages, vous pourrez retrouver des vidéos de cette série. Et c'était pas du tout des dessins animés, hein. C'était vraiment joué avec des acteurs qui étaient dans les marionnettes. Et avec des petites marionnettes pour les deux messieurs. Donc voilà le village dessiné ici. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance, vous voyez, 1982. Les petits papiers blancs que vous allez voir sur les albums sont des caches en fait, parce que j'avais mis mon nom dessus pour quand j'amenais mes albums à l'école, hein, comme je vous avais déjà expliqué sur la vidéo masque. Voilà, enfin, peut-être vous l'avez pas vu, donc voilà. Donc celui-là est malheureusement pas complet. On n'a pas pu le compléter, puisque j'étais trop petit pour faire des échanges. Ma mère avait commandé, et on pouvait commander qu'un certain nombre de vignettes, et on n'a pas pu tous les avoir. Ce qui m'avait pas mal peiné à l'époque. Mais voilà, donc vous aviez... j'ai plus les noms des Patanok et Nuka qui étaient les deux enfants. C'est écrit là, heureusement. Emilien, le vieux monsieur grincheux. Vous aviez Tiroc, donc qui était l'oncle des deux. L'ordinateur qui leur parlait, qui leur donnait des informations. Avec
si je me rappelle bien, de la savane, de la mer, etc. Voilà donc le deuxième monsieur qui s'appelait apparemment Paterne, parce que j'avais complètement oublié ça, c'est intéressant. Donc il leur arrivait bien sûr des aventures rocambolesques. Paltok, c'était le papa. Alors vous voyez, le papier a vieilli, hein. Il est un petit peu légèrement jauni, et c'est dommage, bon, parce qu'on n'a pas l'olfactif bien sûr, mais il a une odeur caractéristique de vieux papier que personnellement j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je tourne les pages, je prends une bouffée de parfum. Alors comme on est tôt dans la matinée, très très tôt le matin, vous allez risquer d'entendre des bruits de voiture, hein, comme je vous l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos. Je suis dans une rue assez passante. Donc vous voyez, des histoires à Hollywood. J'ai pas beaucoup de souvenirs des histoires parce que j'ai pas recherché. J'ai dû regarder un jour un épisode une fois sur internet, mais même si je suis attaché à toutes ces reliques de mon enfance, je suis pas à revoir toutes les séries. Ça, c'est un petit peu désuet. Je fonctionne pas à ça. Je cours pas à ça. Ça me parle plus. Je préfère les avoir en souvenir parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai regardé une fois une série que je regardais dans mon enfance et j'ai été tellement déçu par rapport aux souvenirs que j'en avais que je me suis promis de ne plus refaire ça. J'ai pas du tout aimé. Alors là, c'est le cas typique frustrant, c'est-à-dire on a 2 pages presque remplies, sauf à une vignette près. Profondément frustrant. Ah voilà, je recherchais depuis tout à l'heure le prénom de la maman quand même, qui s'appelait Calamine. Voilà. Alors les gens qui ont la trentaine passée comme moi, ça doit vous rappeler quelques souvenirs, hein. Ça n'a pas duré cette série. Il y a peut-être eu 2 saisons et encore je suis même pas sûr qu'il soit arrivé jusqu'à 2. Donc là vous venez d'entendre un camion qui passe trop vite et qui, comme il y a un nid de poule, et ben nous fait des bruits formidables. Faire la grasse matinée dans notre quartier, je peux vous dire que ça demande de la volonté. Donc voilà pour le village dans les nuages. Cette série vraiment de mon enfance qui est vraiment la petite enfance, hein, la maternelle, le goûter. Je pense que vous en avez tous une comme ça qui vous rappelle des souvenirs. Alors dans une autre vidéo, je vous parlais des coloriages. Comme vous voyez, je partais de loin. Je partais de très 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 loin. Voilà donc de la retape pour les collections. Derrière, donc voilà le village dans les nuages, ce premier album, qui est le premier que j'ai reçu. Alors là, on passe auprès de 10 ans plus tard, hein. Donc ça, c'est un album que j'ai eu en fait dans un journal, donc sur Pif et Hercule. Alors Pif, pour l'histoire, hein, c'était le héros du journal Pif Gadget, avec Hercule le chat. Ils s'entendaient pas du tout. Et alors, Pif Gadget était un journal pour enfants, le grand concurrent du journal de Mickey à mon époque. Donc vous aviez un gadget en plastique à monter ou un jouet à chaque numéro. Ça paraissait toutes les semaines.
Le choix crucial étant chaque semaine de choisir pour ma part entre le Biff Gadget ou le Mickey parce que je pouvais pas avoir les deux. Enfin quand j'étais pas avec mes grands-parents parce que quand j'étais avec ma grand-mère je pouvais avoir les deux. Je dis j'ai une relation très forte avec mes grands-parents. Et alors c'était d'autant plus un antagonisme en fait Biff et Mickey parce que Biff était à la base un personnage qui est né dans des vignettes pour enfants du journal L'Humanité. Donc le journal L'Humanité, pour ceux qui perdraient ça de vue, c'est le journal du Parti communiste français. Et ensuite ils ont décliné ça en journal pour enfants. Alors je vous rassure, il n'y avait aucune idéologie politique dans Biff, hein. Il y avait des méchants, des gentils, et ça s'arrêtait là. Ça, d'un journal qui a publié énormément d'autres BD hein, que Biff. Je pense à Surcouf, je pense à Arthur le fantôme, ça c'est de mémoire, ça me revient. Et donc c'était encore plus un antagonisme entre le Mickey l'américain et Biff le rouge. Donc voilà. Donc celui-là il est de 1989, donc il n'est pas tout à fait à 10 ans par rapport à celui-ci, mais il est à 7 ans. Donc voilà. Alors celui-là va être assez vide hein, parce que c'est vraiment... vous voyez là il y a des pages qui sont même pas refaites. J'ai eu quelques vignettes, j'en ai acheté quelques-unes. Alors là ils avaient innové avec des vignettes non rectangulaires ou simplement pour remettre sur les visages. Donc Biff et Hercule, c'est un dessin animé qui passe encore sur le câble, sur certaines chaînes à l'heure actuelle. Ah non, celui-là je l'ai vraiment pas. Il m'a pas du tout intéressé celui-là. J'ai dû coller la pochette que j'avais reçue avec. En acheter une ou deux et encore. Ouais, celui-là il est état neuf. Aussi avec une odeur de papier. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le bordereau pour commander les vignettes qui manquent et on n'a qu'un certain nombre de cases. Par la suite, ma mère avait trouvé la combine pour un autre album, elle recopiait le bordereau de commande sur un papier libre, ce qui permettait de mettre plus de vignettes. Voilà, donc celui-là, mais voilà, donc vous voyez, gratuit. Ici, supplément gratuit au pif, donc numéro 1093. J'avais donc eu avec le journal Pif. Alors un autre qui n'est pas un Panini, mais on va pas se priver de le regarder, qui est les aventures de Tom Sawyer. Donc célèbre dessin animé tiré de l'œuvre de Mark Twain, grand classique de la littérature américaine. Donc qui lui est des années 82-83, je pense par là, si on le voit. 83, vous voyez, avec l'ancien logo d'Antenne 2, l'actuelle France 2. Donc voilà, des vignettes un peu plus petites. Alors Tom Sawyer, c'est l'histoire d'un jeune garçon élevé par sa tante, une femme assez rigide, mais qui n'est pas méchante, qui a une idée de l'éducation. On ne sait pas d'ailleurs où sont ses parents dans le dessin animé, comme je vous avouerai que j'ai jamais lu le livre, je pourrais pas vous le dire. Donc ça se passe, je crois, après la guerre de sécession, dans le sud, dans l'état du Mississippi. Et donc Tom Sawyer est un garçon qui est très turbulent, qui a une aversion complète pour l'école, et dont le meilleur ami est un vagabond sédentaire, un pauvre garçon qui s'appelle Huckleberry Finn. Mark Twain écrira d'ailleurs un roman après Tom Sawyer sur Huckleberry Finn, roman assez révolutionnaire pour l'époque, ou en tout cas assez subversif, puisque Huckleberry Finn aura pour ami un homme noir et il partira à l'aventure avec lui, ce qui n'était pas forcément bien vu de tout le monde à cette époque-là, quand on connaît l'histoire
19e siècle, écrire un roman comme ça, c'était pas forcément gagné. Mais Mark Twain était un homme, un libre penseur, qui avait une vision assez crue de la société dans laquelle il vivait, et qui surtout ne s'encombrait pas des convenances. Il y a ses mémoires qui sont sorties il y a peu, mémoires dont il avait interdit la parution avant qu'elles aient eu 100 ans, et qui révèlent une vision de l'Amérique tout à fait intéressante et pas du tout complaisante. Voilà pour cette petite anecdote culture, mais enfin, les dessins animés de cette époque-là nous permettaient aussi de rentrer par la petite porte dans la culture. Le plus intéressant étant qu'ils avaient souvent un langage français très choisi. Bien sûr, il n'y avait pas de gros mots, mais il n'y avait pas d'argot dans ces dessins animés. C'est dans ces dessins animés que j'ai appris le terme sans repentir. Je me souviens avoir dit ça à deux garçons qui m'avaient bousculé, un peu tapé, de les avoir menacés en leur disant vous en repentirez. J'étais tout à fait gamin. Ça les avait interloqués suffisamment pour que je puisse m'enfuir vu que c'était plus grand que moi. J'étais petit. Donc voilà, un album non terminé avec une page type poster où il y avait des découpages aussi d'ailleurs. Tiens, ça c'est intéressant, c'était pas des vignettes carrées. Donc voilà les aventures de Tom Sawyer. Un garçon pour le moins espiègle. Là, ça c'est sur le quai d'arrivée des bateaux à vapeur qui descendaient le Mississippi. Le bateau passait, je crois, 1 ou 2 fois par semaine. Et c'était bien sûr l'attraction pour les enfants de voir ce qui allait en descendre, autant d'un point de vue passager que marchandise. Ça a été toute une industrie, la descente du fleuve Mississippi avec les bateaux à vapeur. Ce type de bateau a été représenté dans le dessin animé Bernard et Bianca, où la méchante vit dans un vieux steamer, ces fameux bateaux à aube. Encore pour la petite anecdote, le Mississippi était un fleuve tellement difficile en termes de navigation qu'il y avait beaucoup de bancs de sable, beaucoup de courants traîtres, il y avait ce qu'on appelait des pilotes, c'est-à-dire des hommes qui connaissaient parfaitement une partie du fleuve, mais qui pouvaient y naviguer quasiment les yeux fermés. Mais il y avait tellement de difficultés en fait, surtout le Mississippi, qu'il était impossible à un seul capitaine de bateau ou timonier d'en connaître toute l'intégralité. Ce qui fait que de port en port, il y avait à chaque fois un pilote qui montait à bord pour peut-être 15-20 km, et ainsi de suite, et ça permettait de naviguer avec une meilleure sécurité. Donc voilà, on va pas s'appesantir parce qu'il y en a beaucoup encore derrière. Alors, un autre album que j'avais dû avoir, on va regarder, oui, gratuit aussi, avec Pif Gadget. Donc l'album du WWF, puisque c'est dans les années 80 vraiment que la cause animale a commencé à devenir omniprésente. Donc ils avaient fait un album pour nous sensibiliser aux espèces en voie de disparition. Ah bah voyez, il y a quelques vignettes certainement en double qui traînent là-dedans. J'ai une boîte d'ailleurs avec toutes mes vignettes en double. Ce qui est rigolo, c'est que WWF, ça fait aussi World Wrestling Federation, l'ancien nom de la plus grosse fédération de catch américaine. Donc à l'époque, j'étais pas du tout passionné par les animaux. J'avais un chat, mais ça s'arrêtait là. Donc je suis pas rentré dans cet album du tout. Donc même si ma mère m'avait abonné à des fiches, les éditions Atlas à l'époque faisaient des fiches et d'autres éditeurs faisaient des fiches, donc qui étaient les fiches du commandant Cousteau sur le monde de la mer. Mais j'accrochais pas tellement, j'avais d'autres choses en tête. Donc c'est un album assez vide.
vieux papier. J'ai une passion pour cette odeur. C'est des madeleines de Proust, le vieux papier. Donc j'ai dû acheter quelques vignettes et m'en désintéresser très vite. Probablement que j'ai eu un autre album après ou un autre centre d'intérêt. La bonne question à se poser, ce serait combien d'espèces en voie de disparition déclarées comme telles à l'époque ont disparu depuis. Voilà, fallait mettre les animaux dans leur environnement ici. Là. J'ai pas fait beaucoup. Ah, ça c'est un autocollant que beaucoup d'enfants ont dû connaître. Beaucoup d'entre vous. Bon, alors là, celui-là, il est quasiment vide. Après, on pourrait s'arrêter à des anecdotes animal par animal, mais ça prendrait trop de temps. Voilà donc l'album du WWF. Alors ensuite un autre album un peu plus vieux qui est l'album Foot 89, donc sur les équipes de football. Alors je n'étais pas du tout branché football à l'époque, j'avais même plutôt une aversion pour ce sport. Mais si vous vouliez faire un album Panini, il y avait quand même une condition sine qua non qui était que il fallait avoir un album que beaucoup de vos copains avaient pour pouvoir faire des échanges de vignettes. Sinon vous vous retrouviez à acheter des vignettes et à avoir des quantités de doubles sans savoir quoi en faire. Donc ça devenait pas rentable. Donc je me suis mis à cet album là pour sacrifier à la mode et les autres. Et voilà, donc là vous avez Jean-Pierre Papin jeune déjà, c'est intéressant. Daniel Bravo qui est consultant sur Canal+. Et on va en voir quelques-uns parce que celui-là j'en ai quand même fait quelques-unes. Donc là vous avez le calendrier des matchs de l'époque où on pouvait noter les résultats. Là, 3615 Panini pour commander ces images et en échanger le fameux Minitel. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul, le Minitel, parce que c'est une histoire. Et voilà donc les clubs, donc avec l'équipe principale, ce qu'on appelait nous des brillantes, quand je vous parlais dans une autre vidéo, le logo des armoiries du club. Et donc l'équipe principale, alors là on va pouvoir voir Basile Boli par exemple, tout jeune, hein, qui remportera avec Marseille par la suite la première Champions League française, première et unique d'ailleurs. Donc voilà, Bordeaux, je regarde s'il y a des joueurs, voilà, Jean Tigana, qui a été l'entraîneur de Bordeaux, Caen, qui à cette époque était en Ligue 1. J'ai pas de joueurs très connus là. Bon, j'ai pas une énorme culture footballistique non plus. Cannes, oui, ça c'était les clubs en Ligue 1 de l'époque, hein, ça change. Guy Lacombe qui aura été entraîneur du PSG par la suite. Voilà. Laval aussi, qui était un club qui tournait bien à cette époque-là, ça je m'en rappelle. Je regarde en même temps que je vous parle. Peut-être que vous vous en verrez qui vous disent quelque chose si vous êtes fan de foot. Donc Lens, les Lensois, actuellement toujours en Ligue 2. Un gros club de Ligue 1. Lille, le LOSC, Bernard Lama, donc, qui aura fait une grosse partie de sa carrière au PSG, qui a été champion du monde 98 en tant que gardien remplaçant de Fabien Barthez. Je crois qu'il a fait un match quand même. L'Olympique de Marseille, alors là c'est le club par excellence, Franck Sauzet, Eric Cantona,
Jean-Pierre Papin, vraiment le gros club. Eric Dimeco, mais je l'ai pas. Le Matra Racing. Ah oui, alors ça c'était le club de Paris, Matra Racing, pour concurrencer un peu le PSG. Pascal Olmeta, gardien assez connu aussi. Et le reste, je ne vois pas. Luis Fernandez, le fameux Luis Fernandez. Hein. Si vous ne savez pas regarder le football, mais si vous regardez les Guignols, vous connaissez. Il a entraîné le PSG aussi, il a joué au PSG. Metz. Là, je vois pas de joueur dont le nom soit vraiment connu. Monaco. Monaco, entraîné à l'époque par Arsène Wenger, qui est actuellement toujours l'entraîneur d'Arsenal, et dont on parle au PSG pour l'année prochaine. C'est le grand fantasme. Patrick Battiston, un joueur que les fans de football connaissent bien, puisque tout jeune, il y a eu un petit problème avec lui et le gardien d'équipe d'Allemagne, je ne peux pas vous dire l'année. Voilà, Montpellier, on va accélérer un peu parce que j'en ai encore d'autres à vous mettre et je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Nantes, les fameux Canaries, qui cette année reviennent en Ligue 1. Après quelques années d'exil en Ligue 2, l'OGC Nice là, qui a très très bien marché cette année avec Claude Puel. Le PSG, donc le champion de cette année, avec des joueurs comme Joël Batz, gardien assez connu. Je ne sais pas si c'est l'année où ils ont fait champion de la Coupe de France ou je ne sais plus. Saint-Étienne aussi, une équipe mythique. Pas cette équipe cette année-là, mais un club mythique. Sochaux, un des clips de milieu de tableau à l'époque. Voilà, j'accélère. Comme ça, vous savez qui a joué sur la saison 89. Strasbourg. Donc tout ça, c'est les joueurs de foot avant la génération Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Fabien Barthez. Hein, c'est la génération juste avant. Ils vont arriver plus tard. Toulouse, le TFC. Et là, les clubs de division 2, avec juste leurs armoiries. Voilà. Il y a des joueurs internationaux par rapport à l'Euro 88. Voilà. Un moment que j'avais dû m'ennuyer, j'en avais refait une petite décoration. Donc voilà pour cet album de football avec le Minitel de Panini. Donc vendu à l'époque 5 francs. 5 francs, ça fait dans les 2,53, ça fait dans les 4 euros quoi par là. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Ça fait un peu moins d'1 euro. Alors un autre album, La Bande à Picsou. Donc du dessin animé éponyme, DuckTales, les contes de canard en anglais si on traduit. Donc dessin animé qui passait le dimanche matin, pour mémoire. Donc là aussi c'est un album que j'ai dû recevoir, je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, celui-là je l'ai acheté. Mais bon, je suis pas allé au bout. Donc le dessin animé typique Alors c'était des aventures rocambolesques à la recherche de trésors et de choses comme ça avec les neveux Riri, Fifi, Loulou, les neveux de Donald, l'oncle Picsou et un personnage créé pour cette série, le pilote Flagala Jones. Je vous fais grâce de savoir d'où le Jones vient, un aventurier un peu loufoque et par moments un petit peu trouillard qui se donnait des airs. Donc voilà, les Raptous qui sont très connus de Picsou, des fans de Journal de Mickey, de Picsou. Donc les voleurs. Donc des aventures. Un peu la maman Raptou d'ailleurs. Je me rappelle
personnage. Voilà la mystique, la sorcière qui cherchait toujours à avoir le sous-fétiche de Picsou pour lui jeter un sort. C'était assez dynamique, assez sympa. Enfin, j'en garde un bon souvenir de cette série. Ça passait le dimanche matin, donc comme je vous disais, dans le Disney Club. On avait un petit Disney Club le dimanche matin. Donc voilà, avec toujours la commande possible. Et les prix, donc là ça sortait en francophonie, donc Canada, Suisse, Belgique et France, bien évidemment. Alors, un album qui a vécu et qui a fait de la cour de récré avec moi. Les images mises là sont pour masquer des déchirures et du scotch rouge ici. Donc, Cobra, dessin animé mythique de cette période. Space Adventure en anglais. Donc le héros avec un canon Delta dans le bras qui avait eu une opération chirurgicale puisque c'était un pirate recherché par contrebandier. Ça c'est sa tête avant l'opération chirurgicale et vous avez sa tête ici. Alors il faut savoir que quand vous voyez ce visage, le créateur du manga s'est inspiré d'un acteur français dont il était très très fan. Alors regardez bien la physionomie, on va faire un petit jeu si vous le retrouvez, qui est avec un nez assez rond, un regard rieur. Il s'agit de Jean-Paul Belmondo. Voilà. Je pense pas qu'il aurait pensé inspirer un personnage de dessin animé. Donc le rayon Delta. Et donc Cobra. Alors c'est sorti en 82, voilà. C'est marqué ici, c'est bien ce qui me revenait. Donc Cobra, un pirate de l'espace qui devient aventurier et qui a donc dans le bras, suite à un accident, un rayon, un canon, ou il se l'est fait greffer, je sais plus. Et donc il a un bras normal pour tous les jours. Et quand il le retire, il sort ce canon, vous voyez, il le fait juste ici. Alors, pour se cacher en fait des pirates de l'espace, une guilde de mafia, il s'est fait refaire le visage et il s'est effacé la mémoire. Donc le premier épisode, c'est sa mémoire qui lui revient. Et donc il va vivre tout un tas d'aventures. C'est un coureur de jupons, Cobra. Bon, pas aussi obsédé que le personnage de Nicky Larson, un autre dessin animé de cette époque qui est apparu quelques années après, où là le personnage est vraiment un obsédé sexuel, dessiné d'ailleurs par le créateur de la série Cat Size, dont le générique original avait quelque chose de troublant pour des enfants. C'était même bizarre qu'ils aient laissé passer ça, à tel point d'ailleurs que dans les années 90, quand France 3 voudra le rediffuser, c'est France 3 qui avait les droits, FR3 d'ailleurs, si on dit le bon nom, dans la série Les Minicums, ils referont un générique à base d'images de la série. Je vous invite vraiment à taper dans Google Cat Size, générique original. Vous n'allez pas être déçus du voyage, c'était très sensuel pour ne pas dire érotique. Donc voilà, donc Cobra aimait les jolies filles, ça aussi c'était intéressant pour les jeunes garçons que nous étions, petits enfants, parce qu'il y avait toujours des jolies nanas. Là il finit carrément à avoir libéré un harem avec des filles au sein dévêtues. Ça peut choquer de nos jours parce qu'on est redevenu un petit peu plus prude. Voilà, donc il y a un côté James Bond aussi par moment, hein, combat aquatique contre de méchantes femmes en uniforme. Là vous voyez bien donc le démontage, remontage du bras du rayon Delta. Alors c'était donné comme étant le rayon le plus puissant de l'univers, hein. On ne reculait devant rien à l'époque. Alors Cobra n'a fait l'objet, enfin du moins pas en France, mais à ma connaissance non plus, si ce n'est de
figurines pour collectionneurs, mais il n'a pas fait l'objet de jouets pour enfants. Je pense que ça serait vendu hein, s'il y en avait eu, mais ça n'a pas été fait. Donc tout n'était pas fait pour nous vendre des jouets en fait, comme je disais dans une autre vidéo. Il y en a eu pour lesquels ça ne fut que de la série pure et dure. Donc voilà, différentes histoires. Et alors là, vous avez vraiment la quintessence de ce qu'on appelait les brillantes, avec un effet donc que vous voyez bien à la caméra là, un effet arc-en-ciel hein, qui est remis. Et donc sur les principaux personnages de la série et principaux méchants de la série. Il y a eu plusieurs saisons de Cobra. Hein, c'est un dessin animé qui se vend encore très bien en DVD, qui a beaucoup de fans. Il a longtemps été question d'en faire un film. Je ne sais pas où ça en est, mais je sais qu'il y a eu des bandes annonces de fans, il y a eu des annonces de studios, enfin bon, si vous êtes intéressé, cherchez sur internet. Ça pourrait faire effectivement un film intéressant. Là, dans la famille film, on va avoir aussi Albator qui va sortir en dessin animé 3D ou qui est sorti. J'ai vu des extraits, je vous avoue qu'en bon fan de la série, c'est-à-dire en intégriste total, ce qui est un bon fan, j'ai vu la 3D, je crains le pire. Je vous recommande d'ailleurs, en parlant d'Albator, un film qui a été fait par son créateur, Leiji Matsumoto, pour l'album aérodynamique des Daft Punk, puisque les Daft Punk sont dans l'actualité, qui s'appelle Interstellar 555, et qui est donc un film d'animation reprenant, sur les musiques de l'album, dans l'ordre de l'album. Il n'y a pas de dialogue, mais on comprend très bien, et les dessins sont superbes. Si vous aimez l'animation japonaise et les Daft Punk, et si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. C'était, on a vu les trois premiers en partie de ce film, qui étaient les trois clips de One More Time, de Something About Us et Harder, Better, Stronger. Mais ça continue après pour une histoire avec une fin. Voilà, donc on continue et on termine avec Cobra. Et normalement, vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, je le flouterai. Mon prénom mis derrière que j'ai laissé passer. Et on continue et je vois le temps qui avance et je me demande si ça fera pas l'objet d'une deuxième vidéo, la suite de ces albums. Un autre album de football, donc plutôt qui est l'album de la Coupe du Monde 1986 au Mexique en 1986. Donc avec la sympathique petite mascotte de la Coupe du Monde. Alors si vous voyez des traits de stylo ici, en fait c'est que j'ai laissé j'aimais tellement ce petit bonhomme et à l'époque j'avais découvert le principe du décalcage sur du papier transparent, que je l'ai beaucoup décalqué en fait. Et une fois j'ai dû le faire comment on appelle ça, au stylo. Donc voilà, alors là on a d'autres vignettes qui se sont mis là-dedans, des papiers que j'avais mis. C'est le bazar, n'ayons pas peur des mots. Alors voilà, donc la Coupe du Monde 86. Ne me demandez pas qui l'a remporté, je suis incapable de vous le dire. Alors, première page intéressante, c'était les anciennes affiches de la Coupe du Monde, qui commence en 1930 et qui arrivait jusqu'à celle en 82. Donc, la Coupe du Monde de football se déroule tous les 4 ans dans un pays différent, hein, rappel des bases. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les stades et les villes dans lesquelles les épreuves se déroulaient, et les équipes par pays. Alors, l'Italie, la Squadra Azzurra. Voilà, alors ça c'est très intéressant, je ne savais pas. Carlo Ancelotti, qui est le coach du PSG, qui vient de leur faire gagner la Coupe de France et qui vient de partir tout jeune. Ça c'est intéressant. C'est intéressant ça.
Alors après, je connais pas assez le football de cette époque, hein. Là c'est pareil, je l'ai fait parce que c'était l'album qu'il fallait avoir. Et puis voilà, donc j'avais pas du tout d'affinité avec le football, hein. Je sais qu'à cette époque en Argentine, il y a Diego Maradona, mais voilà, et encore, j'ai même pas la vidéo. Alors pour certains pays, ils s'étaient pas foulés. Ils avaient fait une seule page avec des vignettes doubles. Ceux dont ils pensaient qu'ils avaient aucune chance, j'imagine. Donc l'Irak, la Corée du Sud, le Mexique, pays organisateur, la Belgique, avec les en flamand et en français, le Paraguay, l'équipe de France. C'est des Gentilgana, Amoros, Joël Bast, Battiston dont on parlait tout à l'heure, et Michel Platini, Alain Giresse. C'est Dominique Rocheteau, mais j'ai pas son image, Luis Fernandez, mais je n'ai pas, qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. C'est des noms, pardon, oui, voilà, qui ont bercé mon enfance parce qu'on les entendait quand même. Alors, c'est SSSR ou CCCP, Union en français URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, ou soviétiques socialistes, je ne sais plus. Donc c'était tous les pays qui étaient regroupés, donc comme l'Ukraine, la Biélorussie, etc., plus la Russie bien sûr, et beaucoup d'autres, qui étaient donc l'URSS avant l'explosion de tous ces pays, et du mur et leur indépendance. Donc tous les joueurs qui étaient là venaient des différents coins de cet empire. Alors un spécialiste du football pourrait vous dire de quel pays venait tel et tel joueur, mais ils n'étaient pas tous russes, certains étaient d'origine ukrainienne certainement, etc. Alors la Hongrie, donc pays satellite à l'époque, le Canada, tiens, l'Algérie, le Brésil. Alors qui est-ce qu'on connaît dans le Brésil de cette époque-là? Socrates, joueur mythique du football, grand frère du footballeur Rai, qui a joué au Paris Saint-Germain. Et les autres, Casagrande, le nom me dit quelque chose, mais comme j'ai pas la photo, ça s'arrête là. L'Espagne, qui n'était pas au niveau qu'elle est actuellement. L'Irlande du Nord. L'Allemagne de l'Ouest, puisqu'à cette époque-là, l'Allemagne était encore scindée en deux parties, donc la République fédérale allemande, BRD, donc qui était l'Allemagne de l'Ouest, occidentale et démocratique, et la République démocratique d'Allemagne, qui était donc de l'Est et qui n'était pas du tout démocratique, puisqu'il n'y avait qu'un seul parti politique, et qu'on pouvait voter que pour un seul candidat. Donc ça réglait quand même pas mal le problème. Et voici donc Schumacher, le gardien, très célèbre du football, dont je vous parlais tout à l'heure, du joueur Battiston. Ce sera un problème avec ce joueur-là. Pour ceux qui sont intéressés par cette histoire, vous tapez Schumacher Battiston dans Google. Vous allez avoir quelques heures de visionnage et de lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Avec le joueur allemand Rudi Völler aussi, qui sera avec Basile Boli, dont je vous parlais tout à l'heure, champion d'Europe des clubs avec Marseille. L'Uruguay, l'Écosse, le Danemark, la Pologne, le Portugal, l'Angleterre. Alors je regarde non plus. Si je passe très vite, c'est que j'ai rien à vous dire là-dessus. Je pense que c'est une bonne excuse, vous ne m'en voudrez pas.
vieux maillots de club. Les maillots de club français disponibles à la vente à cette époque. Paris, Nantes, Bordeaux, Monaco, Saint-Étienne et Metz, qui devaient être probablement au top à l'époque. Voilà, et les différents sites de la Coupe du Monde. Et comme c'est un album qui s'est vendu un peu partout, on a dans les monnaies des pays différents le prix. C'est intéressant. Alors, je choisis un autre album parce qu'on a presque terminé la durée de cette vidéo. Et bien les autres albums feront l'objet peut-être d'une deuxième vidéo. On va voir si on arrive. Alors Cosmocats, donc supplément gratuit au pif numéro 939, là c'est marqué dessus. Une série de 1986, un mélange de science-fiction et d'heroic fantasy, hein, on pourrait vraiment dire. Je crois que ça doit être d'origine américaine, mais je n'en suis pas plus sûr que ça. Voilà, alors les Cosmocats, c'était sur une planète, des humanoïdes avec des pouvoirs animaliers. Ils s'étaient enfuis de leur planète et ils en étaient tombés sur une autre où il y avait des méchants, ils tentaient de survivre. C'est à peu près tout ce que je m'en rappelle. Ça, j'étais pas très fan du dessin. Il y a eu des jouets qui ont été tirés de cette série. J'avais un copain à moi qui en avait, qui lui l'aimait beaucoup. La seule chose que je trouvais très sympathique, c'était leur armoirie logo là, balancée dans le ciel à la sauce Batman. Vous aviez ici le méchant et les méchants. Et bien sûr, tout le monde se battait. Pour ça, les Cosmocats se battaient pour leur tranquillité. Et les autres, je sais plus après quoi ils couraient, les méchants, mais c'était des méchants, donc voilà. Donc comme vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup de souvenirs sur cette série. Et comme mon but n'est pas de faire une encyclopédie des séries ou de vous faire celui qui sait tout, j'ai absolument pas révisé sur internet avant. Tout ce que je vous dis sur cette époque est de mémoire. Donc quand j'en ai pas, j'en ai pas. Ah tiens, un poster. Si je vous le mets dans le bon sens, je pense que ça ira mieux. Le voilà. Donc le méchant qui s'appelait Mumra. Ils avaient des noms à tomber, à dormir dehors. Corior, Chacal, bon ça va encore. Naïda, Tartara, Widikit, Widikat, ceux-là c'était des jeunes. Le héros s'appelait Starlion. Ouais. C'était tout un univers. Il y a des enfants qui avaient accroché, hein. C'était pas plus, certainement pas plus bête ou moins bien fait ou moche que d'autres dessins animés auxquels j'ai accroché. Après c'est des questions de goût, hein. Tout simplement. Donc on va passer assez vite. Voilà. Et toujours la possibilité de compléter la collection. Ah voilà donc ce fameux logo que j'aimais beaucoup, que j'ai décalqué d'ailleurs plusieurs fois aussi. Alors je vais continuer, essayer de terminer dans le temps qui me reste. Alors le temps qui me reste pour la petite histoire, hein, c'est déterminé par la cassette de ma caméra qui dure 1 heure. Voilà. Alors Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc ça c'est une série dont je vous parlais dans Masque, je crois, la vidéo sur Masque. Donc qui a fait rêver beaucoup d'enfants et qui était au départ produit pour créer des jouets dérivés, et les jouets n'ont pas été produits, ce qui nous a créé une grande frustration parce que ils étaient drôlement bien faits ces personnages et leurs véhicules. Alors on commence par une page de Brillante avec Jace qui est le héros. Le voici. Donc
Le pitch c'est très très simple, hein. C'est le père de Jess qui est un chercheur et qui cherche à créer des plantes génétiquement modifiées qui vont permettre de pousser un peu partout et de nourrir les gens. Seulement ses créations le dépassent. Il crée une plante démoniaque qui va l'enlever, qui va devoir conquérir l'univers, et cette plante a la possibilité aussi de créer des véhicules. Il a également créé une petite fille à base de plantes qui sait parler aux plantes. Donc son fils Jess va se lancer à son secours à travers la galaxie, aidé d'un magicien donc, qui s'appelait Aldric, très très inspiré par le personnage mythologique de Merlin, d'un petit robot écuyer qui s'appelle qui était très froussard. Donc lui, inspiré on peut dire de deux personnages du magicien d'Oz, le bûcheron en fer blanc pour le côté tout en métal, et le lion pour le côté froussard. Et donc Jace combat ces plantes qui s'appellent les monstres plantes. En France, ils ne se sont pas foulés. Et donc ils vont rencontrer un contrebandier qui s'appelle Urk, qui va accepter de les promener dans son vaisseau contre de l'or. Le personnage de Urk est largement inspiré du personnage de Han Solo de Star Wars. Et vous avez ici donc un des véhicules plantes méchantes qui vont devoir combattre à longueur d'épisode. Et le vaisseau de Urk qui ressemblait à un galion futuriste. Là aussi on peut y trouver une ressemblance avec Albator. En fait quand on y pense, c'est un gros micmac de ce qui a marché, Jace et les conquérants de la lumière. Donc voilà, donc ils vont se promener de planète en planète à la recherche du père de Jace et à combattre aussi les monstres plantes pour les empêcher d'envahir les planètes. Voilà donc un des véhicules des gentils. Ah, celui-là, il avait une touche assez délire. Et comme vous le constaterez, cet album est terminé. Voilà les véhicules alignés contre un grand quadripode monstre plante. Alors à la fin, bien sûr, il retrouve son père, je sais plus dans quelles conditions, mais il le retrouve, il gagne, tout se finit bien. De toute façon, à chaque épisode, tout se finit bien, c'était des séries pour enfants. Donc voilà, vous avez les dessins. De leurs différentes aventures. Ah voilà le bateau. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il avait des voiles solaires. Il y avait un léger côté écolo quand même, à base de manipulez pas les plantes et servez-vous du solaire. Et ça c'était la base, le quartier général, le château du méchant qui transbahutait d'endroit en endroit dans la galaxie. Donc Jess et les conquérants de la lumière. Le non-conquérant de la lumière est dû à une bague qui lui permettait d'avoir un pouvoir à base de lumière. C'est très photosynthèse tout ça. Alors on parlait l'autre fois dans les Chevaliers du Zodiaque de dessin sur les albums qui n'avaient rien à voir. Celui-là c'est vraiment une vision très très libre d'un des véhicules. Et qui s'ouvrait donc comme ceci en fait, vous voyez, sur un dessin double page. Avant-dernier album que je vais vous présenter. Alors un album d'une série française qui a eu un succès mondial, hein, puisque ça a même eu le droit à un film avec Matthew Broderick, l'inspecteur Gadget. Donc l'inspecteur Gadget, c'est un policier à moitié robot qui a plein de gadgets en lui. Donc dans son chapeau, il peut sortir une main avec une loupe, il peut sortir une main avec un hélicoptère, il a un laser dans son doigt ou un propulseur d'eau. Donc c'est un policier. Voilà, vous voyez à peu près tout ce qui peut sortir de son chapeau. Et c'est un policier très très bête, très mauvais, bien que très très honnête.
et qui se bat contre un méchant qui a un côté très James Bond qui s'appelle le Dr Mad. Voici sa voiture en mode sous-marin, Dr Mad. Donc le Dr Mad cherche à conquérir le monde ou à asseoir son pouvoir. Et l'inspecteur Gadget donc combat ce Dr Mad sans vraiment le savoir, puisqu'à chaque fois il va pour résoudre des énigmes. Mais c'est en fait sa nièce qui va à chaque fois avec lui, qui résout les énigmes grâce à son livre informatique électronique, entre autres, et à sa grande intelligence. Et Gadget est protégé en permanence par le chien de Sophie, qui s'appelle Fido, qui fait le chien imbécile, mais qui est très 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 malin. Et dans son collier, il a un radioémetteur qui lui permet de communiquer avec Sophie. Donc série pour enfants qui date de 82-83 par là, hein, c'est la période des chats. Album terminé aussi. Donc ça c'est mon deuxième album. Et donc voilà, l'inspecteur Gadget résout les affaires sans le faire exprès. Donc il y a eu un remake, je crois, de l'inspecteur Gadget en série de mémoire. Ça a cartonné vraiment partout. Il y a eu des jouets aussi, inspecteur Gadget. Ça, on en reparlera à l'occasion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans un épisode, ils ont été jusqu'à créer des gadgets robots méchants. C'était pas très fin, mais c'était très sympa. Vous voyez ici le commissaire, je ne sais plus son nom, qui était le chef de Gadget. Alors quand Gadget balançait ses objets, il disait Coco Gadget. Voilà. Voilà, l'inspecteur Gadget. Malheureusement, la cassette se termine, donc je ne vais pas pouvoir vous donner le dernier album. Mais comme c'est un album d'une série de jouets dont j'ai quelques personnages, je pense qu'on l'inclura dedans. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo sur les albums Panini. J'espère qu'elle vous a plu, que les bruits de papier vous ont provoqué quelques ASMR. J'espère qu'elle vous aura détendu pour affronter les difficultés que vous pourriez rencontrer, ou qu'elle vous aura bien détendu pour apprécier les petites joies que la vie nous réserve parfois encore plus. Voilà, donc encore une fois merci de votre écoute. Je conclus assez rapidement pour cause de fin de cassette, pour ne pas être coupé et ne pas avoir à refaire un montage. Donc n'hésitez pas